l'a bien nommé l'allée des tornades. 1200 tornades sont déjà passées ici depuis le début de l'année. Alors Tornado Alley, c'est en plein centre des États-Unis, sur quelques centaines de kilomètres de large. C'est la rencontre de l'air chaud et de l'air froid qui donne ce résultat, des tornades aux conséquences incroyables. C'est ce que je vous propose de voir ce soir. D'ailleurs, on y est déjà. Je vais me mettre à l'abri pour commencer. Caroline Avon et Vincent Châtelain, deux aventuriers qui vont affronter pour vous les colères de la Terre. Ce soir, ils vont se mesurer aux tornades et à la foudre, les deux conséquences les plus terrifiantes des orages. Nous suivrons ainsi Caroline Avon aux États-Unis dans sa traque à la tornade en compagnie d'un chasseur professionnel, Tornado Team. Malgré toute l'expérience de celui-ci, Caroline et son équipe vont vivre une aventure bien plus dangereuse que prévu. Caroline se rendra aussi dans une ville totalement dévastée. Une rencontre émouvante avec les rescapés de la catastrophe. De son côté, Vincent Châtelain va sillonner la France pour percer les mystères de la foudre. Là encore, sa mission ne sera pas de tout repos. En avion, il va tenter de se rendre au cœur des orages. C'est un film qui a 32 ans. Vincent mènera aussi l'enquête pour tenter de comprendre un phénomène au bord du surnaturel, la foudre en boule. Et ce numéro des colères de la Terre vous réserve encore bien des surprises. Mais pour commencer, retrouvons Caroline aux États-Unis. Première étape, la petite ville de Greeley, au cœur des Grandes Plaines américaines. J'ai rendez-vous avec une légende de la chasse à la tornade, Tornado Team. Ce sera notre guide pendant tout notre périple. Bonjour, je suis Caroline. Hey, bonjour, je suis Tornado Team. Alors comment êtes-vous devenu chasseur de tornades? Ça a commencé juste par de la curiosité. Je voyais beaucoup d'orages dans les plaines de l'Est où je vivais. Des tornades se développaient, j'essayais d'en voir et je me suis dit que c'était intéressant. Et puis j'ai chassé quelques orages, puis quelques tornades, et alors ça m'a vraiment excité. Et la montée d'adrénaline était dingue. C'est une sensation particulière, non? Oh oui, c'est un vrai frisson. Après ça, je suis devenu accro. C'est une sorte de dépendance. Vous recommencez tous les ans pendant la saison. Vous sortez et partez à nouveau à la chasse aux tornades. Parfait. Peut-on présenter la voiture? C'est une voiture un peu spéciale, non? Il y a un filet au-dessus? Oh oui, elle est unique. Unique? C'est vous qui l'avez faite? Oui, l'idée c'est que les mailles du filet bloquent les grêlons qui sont de la taille d'une balle de golf et plus. Ce sont ceux-là qui sont dangereux. Vous voyez, le système peut se rabattre et cela permet de protéger les vitres latérales quand nous allons traverser les tempêtes. Et comme ça, les gros grêlons rebondissent sur le filet. Et là, c'est suffisant? Oui, je ne peux pas bloquer tous les grêlons, mais la plupart d'entre eux. Ah oui, ça je peux le voir. Oui, il y a beaucoup d'impact ici. La plupart faits par des grêlons de la taille d'une balle de baseball. Rien n'y résiste. Et tous les ans, il y a de la casse à cause de la grêle. J'ai déjà perdu 4 vitres cette année. Alors on y va maintenant? Et dans quelle direction? On va aller à l'est, direction North Platte dans le Nebraska. Quand on sera arrivé dans cette zone, on vérifiera les données météo pour voir s'il faut aller un peu plus au nord ou au sud. Mais on sera au bon endroit. La tornade devrait apparaître dans le coin. On a beaucoup de route à faire? Oui, il faut charger la voiture. Ok, c'est parti. Alors que nous commençons notre chasse à la tornade, il s'agit de bien comprendre à quoi nous nous attaquons. Les tornades naissent au cœur des orages. Des phénomènes spectaculaires, particulièrement destructeurs. Les dégâts qu'elles provoquent se chiffrent en milliards d'euros chaque année. Voici comment elles apparaissent. Des nuages noirs comme l'enfer remplissent le ciel. Ils créent un orage géant qu'on appelle supercellule. C'est là que la plupart des tornades se forment, comme sur ces images exceptionnelles quand une colonne de vent tournant descend de cette supercellule pour toucher la Terre.
Cela ne fait qu'une trentaine d'années que les scientifiques commencent à percer les mystères de ces monstres de vent grâce aux nouvelles technologies satellites et radars, mais surtout grâce à eux, les chasseurs de tornades. Ils vont au plus près pour les filmer et les répertorier, parfois au péril de leur vie. Quand les hommes sont partis, restent les caméras de surveillance, comme dans ce parking dans lequel les voitures semblent s'envoler. Ou encore dans cette banque, dont le hall de réception est littéralement soufflé par la tornade. Les tornades sont classées selon leur vitesse de rotation et les dégâts qu'elles provoquent. C'est l'échelle de Fujita. Les tornades les plus petites sont des F0. Les vents y tournent à 116 km/h maximum. À l'autre extrémité, il y a les F5. À l'intérieur, ils peuvent atteindre plus de 500 km/h. De plus, ces tueuses sont capables de se déplacer à près de 120 km/h avec une durée de vie de plus de 3h30. Les pays les plus touchés sont le Bangladesh et les États-Unis. Voici le genre de monstre que nous allons chasser avec Tim. Et pour cela, c'est parti pour 600 km de route à travers le Colorado et le Nebraska. Première étape, la petite ville de North Platte. Des orages sont annoncés là-bas et pour Tornado Team, c'est notre meilleure chance de voir une tornade. Pour filmer cette chasse, nous avons mis en place un dispositif de tournage assez complexe. Une caméra embarquée installée dans la voiture de Tim nous filme en permanence. À l'extérieur, les images sont réalisées par mon équipe répartie dans 2 voitures et je peux communiquer en permanence avec eux par talkie-walkie. Caroline pour Franck, sur notre gauche, il y a 2 nuages. Mais revenons à la chasse. Pour vivre, Tim vend des films vidéo de tornades, alors il ne laisse rien au hasard. À l'intérieur, un ordinateur relié à un radar, un GPS, mais pas seulement. Et ça, c'est une radio spéciale ? Oui, c'est une radio qui permet d'écouter tous les services d'urgence, ce qui est très utile pour repérer les tornades. Surtout le service national de météo, c'est le plus important. C'est là où je trouve les informations spécifiques sur les tornades que je chasse et tout ce qui se passe avec les orages. Dans le monde des chasseurs de tornades, la voiture de Tim est plutôt discrète comparée à ses véhicules. Des engins impressionnants, mais qui relèvent plus des films hollywoodiens que d'outils pratiques et fiables. En fait, vous n'êtes jamais sûr de voir une tornade, n'est-ce pas ? J'aimerais bien le garantir, mais c'est très dur de déterminer précisément où la tornade sera. Il reste des choses dont même les experts ne sont pas sûrs. Donc on ne peut pas garantir une tornade, mais on a de bons indices sur les zones où elles peuvent se créer. Ce matin, j'ai commencé la journée par lire les cartes pour voir comment la météo évolue. Il faut toujours étudier la météo du jour pour savoir dans quel sens les orages vont bouger. C'est ce que la plupart des gens dans leur voiture ignorent. Ils peuvent croire qu'ils fuient une tornade alors qu'ils sont en train de foncer dessus. Tim est très prudent car on ne badine pas avec les tornades. Voici 2 exemples qui montrent jusqu'où peut aller la puissance de ces phénomènes. Le 8 juin 1995 aurait pu être une journée comme les autres dans la petite ville de Pampa, sous le soleil du Texas. Pourtant, durant l'après-midi, le temps tourne à l'orage. À 16 h, une tornade apparaît et se dirige vers la banlieue industrielle, sous les yeux d'un témoin médusé, Randy Stubblefield, le shérif de la ville. Ce qu'il a vécu ce jour-là restera gravé dans sa mémoire à jamais. Je voyais des véhicules qui volaient dans les airs. C'était des camions qui pèsent jusqu'à 22 000 pounds à vide. Ils étaient aspirés dans la tornade. Ils tournaient encore et encore. 22 000 pounds, c'est énorme. Cela équivaut à 10 tonnes. La tornade est tellement puissante qu'elle les a fait voler comme des jouets. Et elle ne s'arrête pas là. Elle fonce en direction du centre-ville. Le shérif assiste à la scène. À ce moment-là, je me suis senti complètement impuissant. Il n'y a rien que vous puissiez faire. On ne peut pas arrêter une tornade ou la faire changer de direction. C'était horrible. Par miracle, personne ne sera tué par la catastrophe. Et malgré ce que laissent supposer ces images, la tornade de Pampa n'est pas la plus puissante connue à ce jour. Voici la pire qui ait jamais été filmée, celle qui s'est abattue sur l'Oklahoma le 3 mai 1999.
La tornade qui est apparue dans la ville de Moore au sud d'Oklahoma City est l'une des plus dévastatrices qu'aient connues les États-Unis. Et le pire, c'est qu'elle n'est pas la seule. 66 tornades seront comptabilisées ce jour-là sur quelques centaines de kilomètres. C'est comme si chaque nuage de l'orage créait une tornade. Il y avait une tornade principale, des tornades satellites qui tournaient autour et en plus des tornades complètement indépendantes produites par le même orage. À 18h25, une tornade apparaît, tournant à une vitesse jamais mesurée jusqu'alors, 512 km/h. La F5 se dirige en direction d'Oklahoma City et fonce sur l'autoroute bloquée par un embouteillage. Comme on le voit ici, certains paniquent et quittent leur voiture pour s'abriter sous les ponts. 3 d'entre eux mourront, tués par les débris. Et les voitures abandonnées ne font qu'aggraver la situation. Shield Boulevard, à Oklahoma City, était devenu un immense parking. Les gens étaient bloqués. Ils ne pouvaient plus fuir par la route. Quand la tornade finit par se dissiper, 10 000 bâtiments, maisons ou bureaux ont été rasés. Les autorités ne peuvent que comptabiliser les victimes. Au total, ces monstres ont tué 88 personnes ce jour-là. Malgré cette terrible catastrophe, l'année 1999 n'est pas l'année record en matière de tornades. D'après le météorologue John Stobart, l'année record, ce devrait être l'année 2008. Si on se base sur le nombre de morts dus spécifiquement aux tornades, nous sommes très près du record historique. Dis-moi, Tim, si jamais je suis seule dans ma voiture, qu'est-ce que je dois faire exactement si je me retrouve face à une tornade ? Bien, déjà, ne fais pas comme nous, les chasseurs de tornades. Nous sommes des professionnels. La meilleure chose à faire, c'est de t'éloigner, de trouver un fossé profond, de te garer, de descendre de la voiture et de t'allonger dans le fossé. Ça te sauvera de la plupart des tornades. Et s'il n'y a pas de fossé, va dans la maison la plus proche, frappe et demande un abri. Et si tu peux aller dans la cave. La dernière place où tu souhaites être quand il y a une tornade, c'est dans ta voiture. J'ai de la chance d'être avec un professionnel comme Tim. Les tornades sont très dangereuses et contrairement à ce que l'on croit, la France n'est pas à l'abri de ces colères de la Terre. C'était il y a quelques mois dans la périphérie de Maubeuge. La région a été touchée par l'une des 5 tornades les plus puissantes qu'ait connue notre pays en un siècle. Vous vous en souvenez peut-être, le 3 août dernier, une tornade a frappé la petite ville d'Aumont dans le nord de la France. D'ailleurs, on voit ici les préfabriqués où ont été relogées les personnes dont les maisons ont été dévastées. J'y reviens 2 mois après les événements, mais juste avant, un rappel des faits. Nos équipes étaient sur place le lendemain de la tornade, et vous allez voir les images, c'est assez impressionnant. Le 3 août 2008, en pleine nuit, alors que les habitants s'endorment, un orage extrêmement violent donne naissance à une tornade qui va, en quelques minutes, raser une partie de la ville et ravager plus d'1 millier de logements. 200 familles se retrouvent dans la rue, totalement sinistrées. Le lendemain du passage de la tornade, les habitants, toujours sous le choc, nettoient déjà les centaines de tonnes de gravats qui jonchent les rues. Ils ont vécu une nuit qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Les carreaux, ils sont là. Bon, on a débarrassé un peu, là, parce qu'il ne faut pas laisser... Voilà. On vient de mettre une bâche. Je suis désolée. Ça s'est passé vers, je sais pas, 11h moins 20, 11h moins le quart. Ça a été très vite, quoi. En fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est quand j'ai entendu la baie de ma véranda qui est tombée à l'intérieur de chez moi. Donc c'est ça, j'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? C'est mon fils qui a entendu un sifflement strident, très strident.
Et d'ailleurs, heureusement qu'il n'est pas allé dans sa chambre parce que la toiture s'est écroulée, tout ça. Un sifflement comme un mirage qui passait. Ouais. Vous avez cru un avion, un mirage? Ça sifflait fort, fort. J'ai essayé de sortir pour pouvoir abaisser mon volet de ma porte, mais il y avait trop de vent, il y avait une violence. J'avais peur et puis c'est vrai qu'il y avait des éclairs, donc j'ai eu peur. Cette maison a été la plus touchée par la tornade. Il n'en reste presque plus rien. 2 mois plus tard, j'y retourne pour rencontrer ses propriétaires, Sophie et Jean-Christophe. Ils se trouvaient à l'intérieur au moment du drame. Ce sont de vrais miraculés. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous est arrivé avec votre pied? C'est la tornade qui a fait ça? Oui, c'est la tornade. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous étiez, vous? Nous, on était sous les décombres dans la maison. Vous étiez sous les décombres dans la maison qui était totalement soufflée, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez dans la maison? Ma femme s'est levée, elle a entendu comme un courant d'air, elle a été essayer de refermer cette fenêtre. D'accord. Et là, quand je suis arrivée devant la fenêtre, il faisait tout noir, je voyais rien, mais je voyais qu'il se passait quelque chose et la maison, un bruit sourd en fait, quelque chose de très loin. Comme un grondement. Voilà. Et puis la maison qui luttait, j'ai senti les murs, vraiment une pression qui est arrivée sur la maison, mais c'était quelque chose d'énorme. Et quand j'ai pris la poignée pour baisser le volet, la vitre a explosé. Et là, j'ai été propulsée, j'ai été projetée dans le couloir. Et là, je me suis sentie tomber et tout a commencé à me tomber dessus. C'est-à-dire que tout s'est effondré sur vous, c'est ça? Oui. En me levant, j'ai essayé de refermer une porte pour dire de limiter un grand courant d'air dans ma tête. Cette porte, en la fermant, elle m'a sauvé la vie parce que j'ai été projeté, elle m'a servi de bouclier. Et là, on résiste, on crie parce que je poussais des cris à me dire réveille-toi, c'est un cauchemar parce que ça arrive de se lever la nuit, se dit tiens, je dors encore. Et c'était le froid, le vent. Je tournais ma tête vers le ciel. Je savais même pas que j'avais perdu ma toiture. Et d'un seul coup, je voyais tous les murs s'arracher comme on peut arracher un beefsteak. Et avec le froid, le vent et le noir, et ça a été un vacarme qui a duré même pas 10 secondes, 7 secondes, je vais dire. Ouais. C'est violent. En fait, quand tout s'est arrêté, au bout de, je dis 10 secondes, mais même pas, je pense que ça a duré 5 secondes, ça a tellement été rapide. J'ai poussé tout ce qui était tombé sur moi. J'avais les jambes un peu coincées, j'ai su, en faisant l'anguille, entre guillemets, sortir des décombres. Et là, je me suis retrouvée sur la maison. La maison, elle était sur 1 mètre de hauteur. Et je me suis retrouvée debout sur la maison. Et là, à ce moment-là, des trompes d'eau se sont mises à tomber, mais alors infernal, quoi. J'ai jamais vu ça. À une force. Donc moi, je suis partie tout de suite en hurlant chez nos amis, en demandant de l'aide. Pendant ce temps-là, vous attendiez dans la maison, oui. Avec le pied coincé, vous deviez souffrir le martyre, non? Non, je ne sentais rien, j'avais aucune douleur. C'est même bizarre, aucune douleur. Pour moi, j'avais juste mon doigt de pied, mon gros doigt de pied qui était coincé. Je tirais. J'arrive pas. Donc ma femme est allée chercher des secours. Donc c'est là qu'on a regardé mon pied. C'était pas le gros doigt de pied n'avait rien, c'est vrai. C'était le reste qui était. Et là, ça a explosé, je vais dire. En fait, vous êtes gravement blessé. Ouais. Sur le moment, est-ce que vous pensez que c'est l'adrénaline, que vous étiez tellement paniqué en fait que vous sentiez pas la douleur? Peut-être, ouais, certainement ça. Ouais, je pense. On n'a pas l'impression qu'on va mourir, c'est pas ça. On a quand même un instinct de survie, mais on pense pas mourir, justement. On pense pas à la mort. Alors qu'est-ce qu'on se dit dans ce cas-là? Faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête, ouais. C'est ça. Si ça s'arrête, on est encore là. C'est bon. C'est ça surtout. Faut que ça s'arrête. Ouais. Votre maison, vous venez de le dire, elle était totalement soufflée. Oui. Vous allez revenir ici, vous allez reconstruire? Oui. Vous allez reconstruire pareil? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez changer? Oublier, faut pas... Plus rien. Pour oublier vraiment, on a l'impression que si on rebâtit l'identique, on va revivre le jour où il y aura un orage, je vais traverser la pièce, je vais me dire la tornade elle revient et voilà. Donc vraiment tout changer pour ne plus du tout repenser à cette soirée-là, vraiment. Oui. Je vous remercie. Un témoignage très émouvant qui reflète bien la terrifiante puissance du phénomène. Au revoir, monsieur. La tornade a parcouru près de 20 km. Nous avons remonté sa piste. Tout a commencé dans ce champ. La tornade y trace un véritable sillon qui écrase les cultures. Elle se déplace à une vitesse de plus de 80 km/h. Le premier gros obstacle qu'elle rencontre, c'est la maison de Sophie et Jean-Christophe. Elle est totalement détruite alors qu'à droite et à gauche, les 2 pavillons voisins ne sont qu'en partie touchés. C'est à cet endroit, aujourd'hui totalement déblayé, que je retrouve un scientifique qui connaît très bien les tornades. Raymond Piccoli. Bonjour. Bonjour, Vincent Châtelain. Alors Raymond, vous êtes un des plus grands spécialistes français et même européens des orages. Et il faut dire que les tornades, ce sont des phénomènes orageux. Tout à fait. Raymond, quand on arrive ici, on a du mal à imaginer
qu'il y avait une maison là. Quel type de tornade a pu dévaster complètement cette maison? Oui, c'est difficile à croire, mais en fait, le phénomène qui a détruit cette maison, c'est une tornade type F3. En fait, il y a une échelle de 0 à 5, celle-ci F3. Alors, c'est absolument colossal, ça fonctionne de deux façons. Déjà par des vents tourbillonnaires extrêmement violents, entre 250 et 330 km/h, et surtout par une colossale dépressurisation entre l'extérieur et l'intérieur du vortex. C'est-à-dire que si on ouvre la fenêtre, par exemple, la maison, elle explose? Ah ben là, la maison, elle a littéralement explosé, et en plus, il y a eu une projection de débris sur plusieurs centaines de mètres. Alors le plus fou dans cette histoire quand même, c'est que là, c'est le tout début de la tornade. Ensuite, elle a continué sa route par là. Le tourbillon continue à travers champs, direction cette forêt. Il va y prendre encore plus de force. Oh, celui-là, il s'est pris un bon coup. Hein. Oui, ben alors celui-ci, c'est vraiment caractéristique des tornades. Il a été attrapé à peu près à 1 mètre, 1,50 m du sol, et il a été vrillé sur lui-même. D'accord. Un petit peu comme si tu prends une serpillière et puis tu la tords. Ah ouais. Et c'est la torsion qui l'a fait tomber. Voilà, ça c'est vraiment caractéristique du dégât de la tornade. D'accord. Mais en fait, dans cette forêt, on voit aussi que c'est assez impressionnant qu'il y a des arbres qui ont été brisés à la base, carrément explosés, d'autres dont la tête a été coupée. En fait, en venant ici, en arrivant ici, la tornade, on aurait pu penser qu'elle aurait trouvé dans la forêt un obstacle. C'est pas vraiment le cas, non? Non, la forêt, elle n'a absolument pas arrêté. Elle est partie un petit peu en entonnoir. Elle a grandi. C'est ce qu'on voit sur les images aériennes, c'est vrai. On le voit très bien. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé en fait beaucoup de combustible. Ce combustible étant tous les morceaux d'arbres qu'elle détruit. Donc ça s'est gavé dans le tourbillon. Et tu as des arbres ici, par exemple, qui ont été détruits par la projection. Ah d'accord, d'autres arbres. Des voisins, quoi. Voilà. Dans cette forêt, ce qu'il y a d'intéressant d'un point de vue scientifique, c'est que tu as tous les types de dégâts que peut provoquer une tornade. Et a priori, rien n'arrête une tornade? Strictement rien. Après avoir traversé la forêt, la tornade est venue s'écraser contre la petite ville d'Aumont. Les premières maisons sont les plus touchées. On a l'impression que la ville a été bombardée. Ensuite, la tornade se taille un chemin dans les pavillons et les petits immeubles. Voici la maison de retraite. Son toit est coupé en deux. Raymond, tu sais pourquoi la maison de retraite elle a été cassée d'un côté et pas de l'autre? Eh bien, tu sais, ça c'est la grande dualité des tornades. Tu as un phénomène qui d'un côté est extrême par sa violence, mais qui d'un autre côté peut avoir une précision chirurgicale. D'accord. Tu vois, par exemple, tu as une maison, elle va être carrément ouverte en deux. D'un côté, tu as encore les meubles en place avec les verres posés sur la table, et de l'autre côté, c'est rasé jusqu'aux fondations. Oui, c'est un petit peu le cas de celle-là, où on voit carrément le canapé au premier étage. Et quand on voit ça, on se dit quand même qu'on a de la chance en France de ne pas avoir tant de tornades que ça. Si je te dis que chaque année, il y a environ 200 tornades. 200 tornades en France chaque année? Ouais. Et pourquoi on n'en parle jamais? 8 sur 10, c'est des F0. Donc durée de vie extrêmement brève, quelques secondes, et en plus, elles sont un petit peu dispersées sur le territoire, donc pas de dégâts majeurs. Et toi, tu as réussi à filmer des tornades en France, ce qui est quand même très rare. Ouais, dans le Cantal, justement, 2 en 2 jours, une le 10 juin, une le 11 juin, une belle F0, surtout le 11 juin. Et en fait, c'était face à un cumulonimbus congestus, donc un nuage d'orage. Et là, je me retourne stupéfait, je me serais cru aux États-Unis. Il y en avait une qui touchait le sol et 2 autres en formation. À un moment, on aurait presque pu en avoir 3. Tu parles des États-Unis, c'est marrant parce que en ce moment, j'ai une collègue, Caroline, qui est avec un chasseur de tornades. Et ça se passe bien? Bah écoute, je sais pas, je les ai pas eu en ligne, mais enfin, j'espère que tout roule parce que c'est plutôt dangereux. Tim et moi poursuivons notre chasse à la tornade sur les routes américaines. Pour l'instant, rien à l'horizon. Le ciel est limpide. Après quelques heures de route, Tim décide de s'arrêter. Il tient absolument à me faire comprendre quelque chose. Alors Tim, tu as quelque chose à me montrer? Oui, je veux que tu comprennes ce qu'on va faire demain et à quel point c'est sérieux. J'ai une vidéo qui montre des chasseurs qui ne savent pas les risques qu'ils prennent. C'est incroyable.
Tu vois, ces gars se sont mis en position afin que la tornade vienne vers eux. Ils reculent doucement pour laisser la tornade s'approcher d'eux. Ils font de la chasse à la tornade un vrai jeu. En fait, c'est comme si c'était la tornade qui les chassait. Dans cette situation, c'est très facile d'être tué. C'est extrêmement dangereux. Normalement, il faudrait s'enfuir pour trouver un abri ou au moins changer de direction. Ces gars sont fous. Même pire, ils sont stupides. Donc on ne sera jamais dans cette situation? Non, si on se retrouve avec une tornade fonçant vers nous, on cherchera un abri. On ne joue pas à jusqu'où je peux m'approcher de la tornade avant qu'elle me frappe. C'est comme ça qu'on meurt. Et celle-ci, c'est une petite ou une grosse? On ne peut pas juger une tornade par la taille. Elle a l'air petite, mais elle est grosse en puissance. Celle-là, elle semble toute fine, mais ce peut être une F3 ou une F4. Si elle touche leur voiture, elle va les emporter dans les airs et les tuer. On ne jouera pas comme ça avec quelque tornade que ce soit. On va faire ça sérieusement, nos vies sont en danger. Quand une tornade est proche de vous, il faut absolument chercher un abri. Je te suis de toute façon. Je voulais être sûr que tu comprennes bien. C'est très sérieux. Quand on voit des chasseurs à la télé, ça a l'air facile comme un jeu. Mais ce n'est pas un jeu. C'est un travail de professionnel. On ne peut pas faire ce que ces gars font. Ok. La première journée touche à sa fin. Nous n'avons pas vu de tornade, mais Tim est confiant pour le lendemain. Pour le moment, il est l'heure de trouver un motel où passer la nuit. Je dois te prévenir, Caroline, ce n'est pas toujours prudent d'aller dans un motel avec moi. Oh, pourquoi pas? Il y a environ 2 semaines, je venais de finir une chasse à la tornade. Je suis rentré à l'hôtel, je pensais qu'il n'y en aurait plus dans la soirée, mais ça n'a pas été le cas. Un orage est apparu au sud de la ville et a commencé à aller dans notre direction. J'étais fatigué, je voulais juste aller me coucher. Je pensais être tranquille pour la nuit quand la tornade a foncé sur le motel. Il n'y a pas eu de signe avant-coureur. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu le tourbillon venir vers moi. J'ai essayé de claquer la porte, mais je n'ai pas réussi. Et là, la tornade a frappé. Comme quoi, ce n'est pas parce qu'on est dans un hôtel qu'on est à l'abri. Voici les images que Tim a tournées ce jour-là. Vite, vite, dans la cave. Il y a quelqu'un d'autre dans l'hôtel? Tout le monde est là? Si Tim et les autres clients du motel s'en sont sortis indemnes, c'est parce qu'ils ont eu le réflexe de se réfugier dans la cave. Et voilà à quoi ressemblait le hall du petit hôtel quelques minutes plus tard. En un instant, le vent s'y est engouffré, soufflant tout sur son passage. Glass everywhere. Après une bonne nuit de sommeil, nous reprenons la route. Nous avons quitté le Colorado pour entrer dans le Nebraska. Nous dépassons la petite ville de North Platte, mais juste avant Lincoln, Tim décide de sortir de l'autoroute. Il a repéré un orage. On va vraiment au nord maintenant? Oui, et si on calcule bien, on sera dans l'orage au moment où il deviendra puissant, mais juste avant que la tornade se forme. On sera au bon endroit pour savoir comment l'orage bouge, et donc on pourra tourner autour en toute sécurité. Ça, c'est une bonne chasse. Une mauvaise chasse, c'est quand l'orage cache la tornade et qu'on rentre dedans pour la trouver. Ça, c'est dangereux, c'est pas bon. Central Sanders County. Central Sanders County, il est 17h15. Les radars de la météo nationale indiquent la création d'un orage susceptible d'entraîner des dommages importants. Nous nous rapprochons de l'orage et Tim cherche un endroit pour l'observer de loin. On va s'arrêter là, il paraît que l'endroit est bien. Grâce au talkie-walkie, je peux prévenir mon équipe de tournage de tous les changements de programme au fur et à mesure. Il semblerait qu'on se rapproche de quelque chose. Je sais pas encore de quoi, mais...
Caroline, tu as noté comme c'est clair de ce côté? Le ciel est tout bleu. Tu vois, il est rempli d'énergie, mais rien ne l'a fait encore sortir. Donc c'est de l'énergie en attente. Mais là, on a de l'énergie qui s'est déjà déclenchée. Tout cet énorme orage, haut de près de 13 km, concentre son énergie sur un seul point. Et c'est là que la tornade va apparaître. Waouh! Ça, c'est spectaculaire. C'est ce qu'on appelle une supercellule, un orage producteur de tornades. Les supercellules sont des orages qui peuvent être très violents. On en trouve deux formes. Celles qui sont chargées de pluie, de vent et de grêle sont les plus dangereuses car elles peuvent cacher une tornade. Celle-ci peut se trouver tout près sans qu'on s'en aperçoive. Les autres supercellules sont dites sèches. Ce sont les préférées des chasseurs de tornades. Les précipitations sont quasi inexistantes, donc les tornades sont très visibles. Tu ne peux pas imaginer la puissance qu'il y a là-dedans. Quand un orage dégage son maximum d'énergie, il est aussi puissant qu'une centrale nucléaire. Il y a tant de puissance là-dedans, c'est incroyable. T'as déjà vu un truc comme ça en France? Non, moi non, jamais. Pendant qu'on regarde là, il y a un autre orage qui est en train de se former juste derrière nous. Il ne faudra pas l'oublier. On ne veut pas se faire coincer avec une tornade devant et une tornade derrière nous. On doit faire très attention, c'est en train de devenir un orage très dangereux maintenant. J'espère que tout le monde fait gaffe dans le coin. Ah oui, je l'espère. Qu'est-ce que tu penses? On peut quand même s'approcher? On peut aller plus près, mais il va falloir faire très attention. Quand on se rapproche, on fait attention, on est d'accord? On va prendre cette route et s'approcher un peu. Pendant que Caroline chasse les tornades cachées au cœur des orages aux États-Unis, de mon côté, j'essaye d'en savoir plus sur toutes les conséquences des orages en France, grâce à Raymond Piccoli, spécialiste de ces phénomènes. Les orages, Raymond, est-ce que c'est tous les mêmes ou ils sont très différents, ils ont des conséquences différentes aussi? Non, tu sais, ce qu'il y a d'assez incroyable avec les orages, c'est qu'il y a une extrême diversité. Tu as de la grêle jusqu'aux tornades comme celle d'Aumont, par exemple. Ah bah oui, bah, Aumont, on a vu que c'était impressionnant, mais j'imagine que par rapport à ce que vivent Tim et Caroline en ce moment, c'est pas grand-chose. Bah, ça n'a rien à voir. Là-bas, tu peux avoir des F5 avec des vents de 500 km/h. Et il peut y avoir de la foudre aussi, j'imagine. Bien sûr, tu as de très puissants coups de foudre. La foudre, c'est impressionnant visuellement, mais en fait, ça a l'air un peu moins dangereux que les tornades. Oui, en apparence. Enfin, il faut quand même que tu saches que la foudre, elle tue 2 fois plus de personnes par an dans le monde. Eh ouais. Et est-ce qu'ici, alors du coup, on peut être vraiment touché par la foudre? Est-ce qu'il y a des zones particulières? Ah, ici, tu as des zones très foudroyées. Bah, d'ailleurs, tiens, tu vois, là, je t'emmène dans un endroit, tu vas voir des choses assez incroyables qui s'y déroulent. Ok. Où est-ce qu'on est ici, Raymond? Bah, ici, on est en fait dans le Nord Cantal, on est sur le plateau du Cisalier. Ici, on a un endroit qu'on a appelé le triangle de la foudre. Le triangle de la foudre? Ouais. Bien mystérieux tout ça. Bah, tu vas voir. Tu vois le bâtiment là-bas, le bâtiment blanc? Eh bien, imagine, tu traces une droite jusqu'à la ferme. Et bien là, tu as un triangle d'environ 2 km de côté. C'est le triangle de la foudre. Alors ici, tu as des phénomènes qui sont extrêmes. Tu as beaucoup de foudrement. Et tu as des choses très particulières qui s'y passent. C'est un véritable abo à ciel ouvert. Quand j'écoute Raymond parler de la foudre, je comprends que c'est un véritable passionné. Pour ses recherches, il passe une bonne partie de l'année à chasser des orages et à faire des images d'éclairs magnifiques comme celle-ci. Avec la foudre, il y a énormément d'a priori. Par exemple, tu as dû souvent entendre, on te dit oh, la foudre, elle tombe jamais 2 fois au même endroit. Ce qui est totalement faux. Déjà, durant le même orage, elle peut tomber 2 fois au même endroit, mais en plus, quand elle se sent bien quelque part, elle y reste. Elle revient toujours taper à peu près dans les mêmes zones. D'accord. Donc ici, elle a ses habitudes. Et d'après toi, qu'est-ce qui peut attirer les éclairs? La foudre, elle ne frappe jamais comme ça, vraiment au hasard, en se disant tiens, je vais tomber là. C'est tout un processus. Tu as ton nuage d'orage, qui s'appelle le cumulonimbus. Et là, tu as carrément un tube invisible. On appelle ça un traceur. Arrivé à, allez, un demi-kilomètre du sol, il s'arrête, il fait une pause. Et il va chercher au sol ce qu'il va toucher. Ça peut être une maison, un arbre, un imprudent éventuellement qui se promène. À ce moment-là, tu as un autre traceur, toujours invisible, qui monte de l'objet qui va être touché et qui va rejoindre ce traceur descendant.
C'est exactement, pour te l'imager, comme si tu prends 2 tuyaux, tu les raccordes et tu ouvres le robinet. Plusieurs dizaines de gigawatts d'énergie de foudre s'écoulent, 30 000 degrés, l'air est porté à blanc, c'est l'éclair. La brusque dilatation de l'air, c'est le tonnerre. D'accord. 30 000 degrés, j'imagine que ça doit faire des dégâts, et particulièrement ici, non, puisqu'il y a beaucoup d'éclairs. Ah ouais, bah ici, quand il y a de l'orage, ça chauffe. Hein. C'est pas l'endroit où il faut rester. Alors justement, tu vois la ferme là-bas. Ouais. Je vais t'y présenter quelqu'un. Ok. Viens. On y va à pied? Allez, on y va. Ça nous fait une balade, c'est pas loin. La foudre a provoqué la mort de 2 ouvriers qui travaillaient sur un chantier dans le Cantal. 2 morts dans un accident d'avion. Ils survolaient le sud du Cantal lorsque l'accident s'est produit. L'appareil, touché par la foudre, aurait explosé en plein vol. Dans le Cantal, les orages et les éclairs qu'ils provoquent sont responsables de nombreux dégâts et de plusieurs décès. Dans cette région, une ferme est particulièrement touchée depuis des décennies. Dans un de ces champs, 2 ouvriers y ont même trouvé la mort. Depuis, Ernest Fauché, le propriétaire, a été confronté à un phénomène incroyable qui frise le surnaturel. De la foudre en forme de boule. En voici une des rares images. Ici, elle ne dure qu'une fraction de seconde sans bouger. Ce qu'a vu Ernest était bien plus impressionnant. La dernière fois, c'était dans son étable. Racontez-moi, Ernest, qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez dans l'étable? Vous étiez où d'abord, vous? On était juste à côté des vaches, là. D'accord. Il y a une boule de feu qui est rentrée. Une boule de feu? C'est quoi une boule de feu? Qu'est-ce que vous avez vu, en fait? Il y avait une boule comme ça, grosse, comme ça, là. D'accord. Rouge, bleu. Elle a continué, après elle est passée sur la porte. Alors, attendez, parce que la boule, ça m'intrigue quand même. Une boule, vous me dites, de couleur rouge, qui émet de la lumière. Oui, ça pétille. Et qui se baladait comment? Qui s'arrêtait? Qui continuait? Non, d'un coup comme ça. D'un coup, on continue? Oui. À quelle hauteur? Oui, à cette hauteur. Donc vous l'avez regardé passer comme ça? Oui. À toute vitesse? Toute vitesse. Ah. Alors après, elle est passée sur la porte. Et il y avait le truc électrique, ça fait exploser le truc électrique. J'imagine que vous avez dû avoir peur. Non, on peut sans plus, parce qu'on est habitué d'une manière. C'est prouvé scientifiquement. Des boules de foudre peuvent se promener à quelques centimètres du sol. J'ai pourtant l'impression d'être aux frontières du réel. Mais là, tu me parles de foudre en boule. Moi, j'imagine de la foudre, ok, c'est une forme de boule, mais ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on sait de quoi c'est constitué? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On a des données qui sont très diversifiées. Tu peux avoir une petite sphère qui va avoir une durée de vie très courte. Tu peux avoir des cas extrêmes comme dans le Morvan où durant près d'1 heure, une foudre en boule de la taille d'un petit veau a été vue. Et parfois, elle a une fâcheuse tendance, c'est qu'elle passe sous les portes. Tu vois, elle s'allonge. Elle passe dessous, elle se recompose de l'autre côté. Elle peut passer par les serrures ou par le moindre petit interstice, par une fenêtre par exemple, où tu vois entre les pierres. Ça, c'est pas ce qui vous est arrivé, Ah si. Ah bon? Oui, je vais vous faire voir dedans, vous rentrez. Il s'est passé quoi alors? J'avais 7-8 ans. Ouais. Et la boule de feu est rentrée par la porte. D'accord. Elle a fait le tour. Le tour, comme ça, là, le tour de la table? Le tour de la table. C'est une histoire de dingue, ça. La boule, elle a fait le tour. Oui. Là, vous étiez en famille, vous étiez à table. En même temps qu'elle est passée. Elle a tout foutu en l'air, là, le dessus, là. Et la cuisinière, qui fait plus de 150 kilos, eh bien, elle est arrivée à 3 mètres, là, elle est arrivée jusque-là. Oh là là. Donc vous avez été percuté, en fait, elle vous est rentrée dedans, c'est ça? Oui. Elle est sortie par la fenêtre, alors que la fenêtre, elle était fermée. Ah oui, elle était fermée. Pour sortir? Eh bien, je sais pas, c'est genre comme un serpent. Oh là là. Alors ça peut déplacer des objets, mais... Est-ce que vous, puisque vous avez souvent vécu la foudre, ici vous avez l'habitude, vous avez déjà carrément même été déplacé par la foudre? Une fois, là, j'avais été déplacé sur 3 mètres. Ça m'a jeté sur 3 mètres, sans toucher les marches. Ça vous a comme ça, comme une catapulte, quoi? Oui. C'est complètement dingue, ça, comme histoire. Ernest, lui, il a carrément été projeté. Oui. Ça, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Est-ce que ça, c'est un cas extrême ou pas? Ça peut être pire? Ça peut être bien pire. Tu sais, il y a un cas, un des cas les plus extrêmes d'ailleurs, où un homme a été déplacé sur 47 mètres. 47? C'est-à-dire, ça fait quoi, un demi-terrain de football, quand même? Pratiquement. Et il n'a pas été blessé, hein. Il a été commotionné, mais il n'a pas eu de conséquences très dommageables. C'est incroyable quand même. Voilà, alors on ne l'explique pas vraiment. Bon, il y a une partie qui est due au souffle de l'impact. C'est tout à fait similaire à l'explosion d'une bombe. C'est ça, ouais, d'accord, ok. Mais il y a encore une partie un petit peu plus obscure, comme dans le cas par exemple des déplacements comme Ernest. Ouais. Peut-être que ce sont des forces magnétiques ou électromagnétiques, on n'en sait pas vraiment. Le mystère perdure alors. Beaucoup de mystères. Dans tous les cas, la puissance de la foudre est terrifiante. Pendant une fraction de seconde, un éclair peut avoir la puissance des 58 réacteurs nucléaires français tournant tous en même temps à plein régime. Ce vidéaste amateur a failli la prendre à ses dépens. L'éclair est tombé à quelques mètres de lui.
L'homme est indemne, il a eu énormément de chance. Merci Ernest de nous avoir reçus. Alors que nous quittons Ernest, je reste fasciné par cette incroyable foudre en boule. Raymond, c'est quand même complètement dingue ces histoires de foudre en boule ici. Ben oui, tu sais, la foudre en boule, ça reste quand même le mystère numéro 1 lié aux orages. Et d'ailleurs, d'un point de vue culturel, si on peut dire, ça pourrait expliquer beaucoup de choses, ne serait-ce qu'en termes d'observation d'ovnis, ou peut-être de phénomènes paranormaux. Voir des sphères comme ça lumineuses qui se promènent au niveau du sol ou qui flottent dans les airs. Ça peut ressembler à un ovni si les ovnis existent? Bien évidemment, ça peut ressembler à ces phénomènes. Alors de la foudre, il y en a partout, mais pourquoi dans cette zone précisément, il y a autant d'histoires liées à la foudre? Eh bien ici, tu vois, il se passe donc tous ces phénomènes très violents, mais ça pourrait être aussi bien dû à la nature du sol, ça pourrait être aux ascendances qui montent de cette vallée, ça pourrait être dû peut-être à un microclimat tout à fait local, ça pourrait être dû à la végétation. Ça, c'est autant de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et pour avoir ces certitudes, on a les moyens de trouver les réponses? Techniquement, c'est tout à fait réalisable. Il faudrait bien entendu faire des mesures, faire des analyses. Pourquoi pas faire des carottages dans le sol pour en connaître un petit peu mieux la nature. Donc on peut le faire? Techniquement, c'est tout à fait réalisable. Et on ne le fait pas, pourquoi? Eh bien, on ne le fait pas pour la simple et bonne raison que tout ça a un coût. Et que ici, si tu regardes bien ton environnement, tu as de l'herbe, tu as de la végétation, tu as des animaux. Et franchement, ça n'intéresse pas grand monde. Il n'y a pas d'intérêt commercial? Absolument, il n'y a pas de retombée ni industrielle ni économique. Moi, Raymond, merci. Mais de rien. Merci d'avoir appris autant de choses sur la foudre. Reviens quand tu veux. Merci. Au même moment, à 7500 km de là, aux États-Unis, nous venons d'entrer dans un énorme orage à la recherche des tornades. Les ennuis commencent. Waouh, c'est tout noir devant nous, mais absolument tout noir. Il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que c'est en train de devenir très chargé en électricité. On coupe complètement. D'accord. L'orage est si puissant que nos micros fonctionnent de plus en plus mal. En quelques mètres, la lumière disparaît presque, alors que nous sommes en plein après-midi. Ça devient assez dangereux maintenant. Donc là, il faut surveiller parce que c'est dangereux. On s'approche de la tornade. En fait, il a les yeux partout. Il regarde l'évolution de l'orage pour voir un petit peu où il doit diriger ses... Wow. C'est un orage très dangereux. Il peut engendrer plusieurs tornades. C'est qu'il va commencer à me faire peur, hein? Ah. On n'a plus de radio. On n'a plus de radio? Et c'est à cause de l'orage? Oh oui, c'est très possible que l'orage affecte les transmissions radio. Bon, apparemment, on n'a plus de radio. L'orage est très fort. Oh, il y a une tornade qui se forme juste en face de nous maintenant. Juste en face de nous? Oui, c'est une tornade. La rotation est en train de s'amorcer. C'est une tornade. À gauche, formation de tornade, à gauche. Une ou deux? Il y en a deux possibles. Ah, peut-être deux. Peut-être trois. Nous n'allons plus descendre de la voiture, Caroline. C'est très dangereux maintenant. Pas seulement à cause des tornades, mais aussi des éclairs. C'est très très dangereux. J'ai plus le droit de sortir de la voiture, je répète, je n'ai plus le droit de sortir de la voiture. Et nous, on peut sortir ou pas? Ils me demandent s'ils peuvent sortir de la voiture si on s'arrête. S'ils le font, leur vie est en danger. Si vous le faites, votre vie est en danger. Il y a une tornade qui essaye de se former juste en face de nous, tu vois? Les nuages vont jusqu'à toucher le sol. Juste en face de nous, on a une tornade juste en face de nous. Il y a une tornade qui essaye de se former juste là. C'est très dangereux, on est juste au-dessous du centre. Une tornade va se former au-dessus de nos têtes. Regardez au-dessus de vos têtes à gauche. Au-dessus de vos têtes, ça va se former au-dessus de vos têtes. Sur la gauche de la route. On fait un stop. Ouais.
Beaucoup de gens qui ont vécu cette scène ne sont plus vivants aujourd'hui pour en parler. Dans un premier temps, je suis fascinée par cet incroyable spectacle. Mais très vite, je suis ramenée à la réalité par mes caméramans qui sont sortis au péril de leur vie. On doit faire très attention, car quand on est au milieu de la pluie, on ne peut pas voir la tornade avant qu'elle ne nous ait frappés. Bien sûr, on voit rien. Ok, maintenant il faut qu'on avance. Maintenant là, il faut partir, on doit y aller tout de suite. On est dans une tornade, maintenant, c'est très dangereux. On est dans la... Ne sortez pas de la voiture, ne sortez pas de la voiture, ne sortez pas de la voiture, on est dans la tornade. Arriverons-nous à en sortir indemnes? À ce moment-là, rien n'est moins sûr. Retour en France. Je ne sais pas encore que Caroline est en pleine tempête, mais moi aussi j'ai décidé de me frotter aux orages de plus près. J'arrive sur la base militaire de Toulouse pour les approcher en avion grâce au programme Saphir. Qu'est-ce que c'est exactement, Saphir? Saphir, c'est le service qui équipe les avions de recherche français en physique de l'atmosphère. Cette unité de recherche unique en Europe étudie tous les phénomènes atmosphériques grâce à cet avion bardé de capteurs. Son objectif, c'est d'aller où? Dans les orages, c'est ça? Actuellement, dans la campagne, c'est d'aller dans les orages et de pouvoir caractériser les nuages qui sont dans les orages. D'accord. Et donc là, actuellement, il y a un vol qui va démarrer. Je vous invite à participer à ce vol. D'accord. On est parti. Nous voici partis pour un vol à 6000 mètres d'altitude à la recherche des nuages les plus dangereux pour les avions, les nuages d'orage. Nuage. Décollage. Le ciel est vide, donc là on monte vers des couches plus sèches. Hubert, le radar, c'est ce que voient les pilotes. C'est ce que voient les pilotes, oui. Et alors ça représente quoi, toutes ces couleurs qu'on voit autour de l'avion? Donc en fait c'est l'intensité de la cellule qu'on va rencontrer. De la cellule, vous voulez dire de l'orage, de la cellule orageuse. La cellule orageuse. Et alors ce type de couleur, les pilotes, ils aiment ça? Ah non, quand ils voient une cellule rouge comme ça, ils demandent au contrôle de pouvoir dévier et de l'éviter. Sauf que nous, on va pas l'éviter là. Je vais bien sur l'axe vertical. Il est trop long. Stéphane, qu'est-ce qu'on va faire exactement dans cet avion aujourd'hui? Eh bien, on va recueillir des données pour étudier les phénomènes de givrage et les orages. Le risque, ça va être quoi? C'est que l'avion soit déstabilisé, par exemple? Oui, tout à fait. Il y a un phénomène qu'on appelle le cisaillement de vent, qui fait qu'on peut avoir des vents, aussi bien des vents horizontaux que verticaux, qui varient beaucoup d'un bout à l'autre de l'avion et qui vont par exemple changer l'attitude de l'avion, ce qui peut être critique dans une phase d'atterrissage ou de décollage. Qui peut le faire décrocher, par exemple? Absolument. D'accord. Le programme, il va servir à quoi concrètement? Et il va servir à améliorer les radars météo et l'information qu'on amène aux pilotes pour la description des orages. Ah, on arrête parce que elle est dans un avion comme ça bouge pas mal, on va aller s'attacher. Tu t'attaches parce qu'on risque de tabasser pas mal. Je suis passé dans un orage. Alors, il y a plein de boutons partout, ici des instruments hyper sophistiqués, mais en fait quand on est passager, le plus important c'est ça, ce petit sachet. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Attention quand même. Ouais, accroche-toi. Oh là. C'est vrai que pour l'instant, À l'intérieur de l'orage, l'avion est ballotté en tous sens. Les secousses sont incessantes et j'ai du mal à garder mon calme. Les pilotes et les scientifiques, eux, restent de marbre. Cela devrait me rassurer, mais ce n'est pas vraiment le cas. L'avion semble faire du rodéo sur les nuages. À tel point que mon équipe doit renoncer à filmer.
Enfin, nous sortons de l'orage. Ah, c'est mieux quand ça s'arrête. Ah, c'est mieux là. Là, c'est mieux. Je ne fais pas le fier, mais je n'ai pas utilisé le sac en papier. C'est déjà pas mal. Bon, je vais rentrer dans le cockpit avec les pilotes en pleine concentration. Est-ce que vous avez déjà été foudroyé quand vous étiez aux commandes d'un avion? Oui, bien sûr, tout pilote a déjà été foudroyé un jour ou l'autre. C'est-à-dire concrètement, il y a un gros bruit, il y a vous voyez un flash blanc? C'est ça, on voit un flash blanc devant le pare-brise, un flash blanc-jaune. On entend un grand boom, c'est le bruit de la foudre sur la carlingue. Bon, bah on va vous laisser piloter, concentrer parce que c'est pas facile. C'est grâce aux mesures faites lors de vols comme celui-ci que les avions peuvent désormais être frappés sans danger par la foudre. Aux États-Unis, notre course folle continue. Il est à peine 18 h et pourtant la nuit s'est installée. Mon équipe et moi pouvons être happés par une tornade à tout moment. On doit trouver un bâtiment, on doit trouver un abri. Il faut qu'on aille dans un building. Il faut qu'on aille dans un building. Vous nous suivez? C'est très dangereux, c'est très dangereux. Attention, on accélère, attention, on accélère. Je répète, on accélère. Oh my God. Oh! C'est très dangereux, on est en plein milieu. Vous nous suivez? Pas rentrer à l'intérieur d'un bâtiment, c'est pas sécure. Ah, nous ne sommes plus en sécurité. Il faut qu'on rentre dans un bâtiment, ok? Go, go, go. On va aller dans cet hôtel pour trouver un abri. Tout le monde doit sortir de la voiture. Allez, dans l'hôtel. Tout le monde sort de la voiture, je répète. C'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu. On sort de la voiture. Cours, Caroline, cours. Alerte à la tornade, une tornade va frapper cet hôtel. Il nous faut un abri maintenant. Allez dans la cave, tout le monde doit aller dans la cave. Thank you. Thank you. We will sit and wait. On est en sécurité ici? Yeah. Oui, il ne reste plus qu'à attendre pour voir s'il restera quelque chose quand on remontera à la surface. T'es sûr? On ne sait pas, c'est pas un jeu tout ça, c'est réel. You understand? On ne sait pas si quand on ressort, la voiture est toujours là. En gros, on s'est fait avoir par la tornade. On a tourné autour et finalement, on s'est fait prendre dans la tornade. Donc là, on est... J'espère que je ne vais pas perdre ma voiture. J'espère, moi aussi. Au moins, on est en vie, mais je veux ma voiture. Coupé du monde, impossible de se rendre compte que nous sommes au cœur d'un des événements climatiques les plus violents de ces dernières années. En ce moment, c'est tornade, 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 tornade. Ce sont toutes des tornades qui sont dans le coin. C'est un événement très rare. C'est un jour historique. Heureusement que c'est rare. Cette année, nous avons pu observer ça 3 à 4 fois, donc c'est une très mauvaise année. Heureusement, on ne voit pas ça tous les ans. C'est ce qu'on appelle une ligne de tornade. Au final, ce sont 52 tornades qui ont été signalées ce jour-là. Et nous étions en pleine tourmente, coincés dans une cave, exactement comme Tim, 15 jours plus tôt. Mais je pense que Tim, il s'est vraiment fait surprendre par la tornade. Et il plaisantait pas, il avait vraiment peur pour sa voiture. Et il pense qu'en sortant de la cave, il n'est pas sûr de la retrouver, en clair. Donc c'est vrai que quand on est dedans, on voit que ça plaisante pas, quoi. C'est pas... Ça fait beaucoup de dégâts. Et on a failli faire partie de ces dégâts. Wow.
Vous avez été beaucoup plus chanceux que vous ne pouvez l'imaginer. La situation était extrêmement dangereuse. On était en plein centre. Les tornades se sont formées juste à côté de nous. Si on n'avait pas trouvé un abri, on aurait eu de gros problèmes. On ne serait peut-être jamais rentré à la maison. Un véritable miracle, car à quelques kilomètres de là, et je ne l'ai appris que le lendemain, l'enfer était en train de se déchaîner. Les dégâts sont effrayants. Une université partiellement détruite, des dizaines d'immeubles et de maisons écroulées, des centaines de voitures retournées. 6 personnes y ont laissé la vie. L'hôtel où nous étions réfugiés a été miraculeusement épargné. Nous en sommes quittes pour une grosse frayeur. Enfin rassurée, j'ai une pensée pour Vincent. Je me demande bien s'il vit des émotions aussi fortes en France. Continuant mon enquête sur les orages et leurs conséquences, je me rends dans les Pyrénées à la rencontre de 2 femmes qui ont vu la mort de près. En juin 1991, pendant une randonnée, elles se sont faites piéger sur ce chemin de crête par un orage qui les a frappées. Et un jour, il y a quelques années, vous étiez avec Josiane, votre amie, en train de faire une randonnée. En fait, vous étiez avec un groupe de 40 randonneurs, c'est ça? Et vous étiez partis pour faire une randonnée sur ce sentier. Voilà, c'est ça. On était partis vers 8 h du matin. Alors, nous sommes montés par l'étang d'Arbu. La météo? Eh bien, elle n'était pas mauvaise, sauf qu'il était prévu des orages en fin de journée. Donc il faisait encore beau, et ensuite, Josiane, qu'est-ce qui s'est passé? Là, tout d'un coup, l'orage est arrivé, tout d'un coup, alors qu'il faisait une journée comme aujourd'hui, plein soleil et tout. Et puis là, on s'est retrouvés dans la nuit, vraiment nuit noire complète, et on ne voyait rien. Ça faisait un paysage apocalyptique, quoi, hein, parce que d'un côté, on voyait rien, c'était la nuit noire, et de l'autre côté, les éclairs montraient que c'était le ravin, hein, donc impossible de faire quoi que ce soit. Et c'est le 3e éclair qui nous a foudroyés nettement. Bloqués par les sommets, les orages explosent très souvent en montagne. Ils y sont particulièrement violents. Ça s'est passé un tout petit peu plus loin, après ce pic. Vous voulez bien qu'on aille voir? Eh bien, on va voir. On y va. Alors Marie, c'est ici que ça s'est passé, c'est ça? Oui, enfin, c'était tellement dur ce jour-là, il s'est passé tellement de choses. Vous savez, c'était... il y avait l'orage, il y avait la nuit noire, il y avait... On ne voyait pas le pic, on ne voyait rien du tout, quoi. Concrètement, qu'est-ce qui s'est donc passé à ce moment-là, au moment où vous avez été foudroyé? On est tombé sur place, alors que moi j'ai eu l'impression de tomber dans un ravin, d'être toute seule au fond du ravin, alors qu'on est tombé sur le chemin. J'ai eu l'impression que mes pieds étaient attirés vers le haut. Et que moi, je tombais à plat ventre. Hein. Donc, c'est une déflagration, quoi. Moi, j'ai eu l'impression d'imploser, voilà, quoi, d'avoir... donc, je pensais que c'était la fin. Et là, j'ai eu l'impression de crier parce que je voulais vraiment pas que ce soit la fin, quoi. Est-ce que, au moment où vous avez été foudroyé, vous avez vu quelque chose de particulier? Est-ce qu'on parle parfois de flash blanc, de choses comme ça? Est-ce que c'est ce qui vous est arrivé? Moi, oui, j'ai vu quelque chose que je n'ai pas osé dire tout de suite parce que ça paraît un peu surnaturel. Alors, est-ce que c'est l'effet de l'électricité? Est-ce que c'est... Bon, je cherche pas à savoir, mais j'ai vu en face de moi mon visage avec une lumière fluo, quoi. Hein. Bon, alors c'est là que je me suis dit, bon, ben c'est fini. Et à ce moment-là, j'ai pensé, oui, à tous mes proches, et je les ai vus, oui, effectivement. Puis bon, malheureusement, pour l'une d'entre nous, ben, ça a été la fin, oui, effectivement. Voilà, quoi. Michel, la meilleure amie de Marie et Josiane, n'est jamais revenue de cette randonnée. En sa mémoire, une stèle a été posée l'année dernière. Michel, elle était derrière vous, c'est ça? Oui. On se dit, bon, c'est Michel qui a tout pris parce que c'était la plus grande. Donc je pense que c'est elle qui a fait paratonnerre. Elle se trouvait un peu plus haut que nous, donc la foudre est tombée à cet endroit-là. Et d'après ce qu'on nous a dit, comme on n'était pas très loin, on a pris la foudre qui court sur le sol. Et comme à ce moment-là, nous étions en train de marcher, le fait d'avoir les pieds éloignés a fait que c'est rentré par un pied, sorti par l'autre. On aurait été à l'arrêt, et bien on n'aurait rien eu. Elle a quand même pris la foudre qui est rentrée par le cou et sortie par son pied. Donc c'est le cœur qui a pris au passage, quoi. Hein.
randonneur et une pensée pour Michel, foudroyé dans sa passion de la montagne. Pour comprendre comment la foudre a frappé les deux randonneuses, je me rends avec Marie à l'hôpital de Rangueil, à Toulouse, afin d'y rencontrer le médecin qui s'est occupé d'elle. C'était tellement douloureux ce jour-là que ça me fait une impression bizarre et à la fois, c'est pas un bon souvenir, quoi. Bonjour. Bonjour docteur. Bonjour Marie. Vous vous souvenez bien sûr du cas de Marie. Quelle était justement la gravité de son état? On se souvient d'abord parce qu'on ne voit pas souvent des malades foudroyés. Et bon, quand elle est arrivée, elle était très choquée, évidemment. Et puis, très algique, elle avait mal vraiment au niveau de ses brûlures. Alors, Marie n'a pas reçu l'impact direct, puisque c'est son amie qui l'a reçu. Et elle a été victime des courants de surface, c'est-à-dire le courant qui s'éloignait du point d'impact, qui est rentré par un pied et qui est sorti par l'autre. Et donc, il y avait juste un tout petit trou sur la chaussure, avec à l'intérieur, par contre, des dégâts importants au niveau de ses pieds. Et vos chaussures, elles étaient dans quel état? Elles étaient simplement avec deux petits trous faits comme une tête d'épingle. Donc minuscules? Minuscules. Est-ce que la foudre, par exemple, passe toujours par les mêmes endroits dans le corps, a toujours le même cheminement? Alors non, il y a globalement deux grands types de courants, soit des courants de grands gradients qui vont rester en surface, ce qui occasionne des brûlures, soit des gradients moins importants qui vont traverser l'organisme, et le courant, dans ce cas-là, peut passer un petit peu n'importe où, comme dans une électrisation. Donc on va pouvoir avoir des complications cardiaques, à type troubles de rythme, infarctus, etc. On peut avoir, tous les organes peuvent être touchés, et notamment neurologiques également, avec des paralysies temporaires ou définitives, selon le trajet du courant. Alors en l'occurrence, quand on est sous un orage et qu'on risque justement d'être foudroyé, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter à tout prix? S'isoler sur son sac à dos en position fétale pour éviter les courants qui circulent au niveau du sol. Donc on se met sur le sac à dos qui nous isole du sol. Qui nous isole du sol. Et évidemment, si on a la possibilité d'avoir un abri, une grange à proximité qui soit un bon abri, c'est évidemment l'idéal. Josiane et Marie ont été épargnées de justesse par la foudre qui a frappé ce jour-là dans les Pyrénées. Elles savent désormais que les colères du ciel sont une réalité qui se rappelle parfois brutalement aux simples humains que nous sommes. Après avoir constaté les effets de la foudre sur les hommes, je m'intéresse maintenant à ses effets sur la nature. Pour cela, nous avons envoyé une de nos équipes au Canada, plus précisément à Thunder Bay, dans la province de l'Ontario. Ici, il y a plutôt de l'espace. Cette partie de l'Ontario, grande comme 1,5 fois la France, est recouverte à 85% par les forêts et compte 250 000 lacs. Et dans cette forêt immense, les éclairs déclenchent de gigantesques incendies. L'été, les orages peuvent être extrêmement violents à cause de la présence des lacs. L'humidité est constante et rend l'atmosphère très lourde. Entre juin et septembre, il y a entre 500 000 et 1 million d'impacts de foudre rien que dans l'Ontario. Chaque éclair peut entraîner une catastrophe. La raison pour laquelle la forêt canadienne est si inflammable est qu'elle est restée totalement sauvage. La plupart des arbres qui la composent sont des conifères qui s'enflamment en un clin d'œil. C'est pour les protéger qu'a été créée une patrouille aérienne de pompiers spécialisés dans les feux de foudre. Steve Poluzzo est l'un d'entre eux. Il nous montre aujourd'hui pourquoi la forêt boréale est si sensible aux éclairs. Voici une forêt boréale typique. Regardez ceci. Il suffit de quelques heures sans humidité pour que ça devienne très sec et donc très inflammable. Ça transporte le feu sur la surface très rapidement et les sapins, enfin leurs pommes de pin, agissent comme de l'essence. Elles sont très explosives. Et vous pouvez voir également que les branches s'étirent jusqu'au sol. Alors la mousse transporte le feu jusqu'aux branches les plus basses et le tout s'enflamme très rapidement. C'est à cause des caractéristiques de cette forêt que la foudre est si dangereuse. Quand les éclairs frappent le sol, ils s'enfoncent d'une quinzaine de centimètres et provoquent une combustion très lente. Elle peut mettre 15 jours avant de se propager aux arbres et déclencher un incendie qui peut éclater n'importe où. C'est pour cette raison que Steve multiplie les missions de reconnaissance. Le but du jeu, prévenir plutôt que guérir, ou au moins réagir au plus vite pour protéger la forêt et ses habitants.
La majorité de la zone que nous contrôlons et que l'on voit ici possède des biens, que ce soit des maisons ou des forêts qui sont exploitées. Pour l'instant, l'activité est faible. Steve peut retourner à la base de sa patrouille, la patrouille de la foudre. Ici, comme chaque matin, les prévisionnistes maison exposent les risques d'éclairs incendiaires. Pour cela, ils disposent d'un réseau d'information complet. Sur cet écran s'affichent tous les éclairs relevés par nos détecteurs automatiques sur le terrain. Vous voyez, il y a une ligne au nord de là où nous sommes. Cette ligne est une ligne de nuages noirs d'orage. Il peut y avoir 25 000 impacts de foudre par jour. Depuis le début de la matinée, il y en a déjà eu 4 000. Ça s'annonce mal. Aujourd'hui, cette zone est classée à haut risque et celle-ci est extrême. Ce sont des informations que l'on reçoit de nos moyens aériens. Nous avons donc placé dans cette zone la majorité de nos forces aériennes prêtes à répondre au moindre départ de feu. Nous avons 4 gros bombardiers d'eau, 4 avions de reconnaissance et 8 hélicoptères avec des équipes de pompiers prêtes à intervenir. Detection 10, Thunder Bay Fire, go ahead. Tout à coup, la base est prévenue d'un début d'incendie. Je vous confirme un feu à l'emplacement 3, 2, 5, 4, 3. Vous avez reçu? I'm ready, go ahead. C'est juste ici, au nord de ce lac. Un avion de reconnaissance vient de repérer un départ de feu. L'intervention est immédiatement déclenchée. Moins d'1 minute plus tard, le premier Canadair décolle déjà. 30 minutes de vol plus tard, les premières fumées apparaissent. La foudre a frappé cet endroit il y a plusieurs jours. Après avoir couvé dans le sol, les flammes ont embrasé les sapins. La technique pour éteindre un feu de foudre est un art parfaitement maîtrisé par la patrouille, comme nous l'explique le commandant Vince Shepard. L'essentiel de notre travail, c'est d'arriver à tuer la tête du feu. Et après, son corps meurt. Mais si vous n'éteignez pas la tête du feu, alors il s'étend. Sur le terrain, les départs d'incendie se multiplient. C'est l'un des dangers des feux de foudre. Ils courent sous la terre et ressortent à différents endroits, parfois écartés de plusieurs kilomètres. La patrouille de la foudre envoie donc plusieurs Canadair. Les pilotes vont répéter près de 60 fois cette manœuvre délicate. Certains voleront même près de 8 heures durant cette terrible journée. Dans les 5 dernières années, 10 d'entre eux y ont laissé la vie. Avec ses 3000 heures de vol, Vince Shepard sait qu'on ne plaisante pas avec les incendies dus aux éclairs. Vous ne prenez pas de risques, vous les calculez. Il y a un peu de doute, mais jusqu'ici, j'ai pris les bonnes décisions. Enfin, l'incendie commence à être maîtrisé. Des Fire Rangers sont maintenant transportés sur zone par hélicoptère. Leur mission est double. Éteindre les derniers foyers, mais aussi s'assurer que la foudre n'a pas créé d'autres feux souterrains prêts à bondir à l'air libre. Une mission qui peut durer plusieurs jours. Ces pompiers doivent donc être entièrement autonomes. Voici un exemple de ce que peut prendre une équipe de pompiers qui se rend sur un feu par hélicoptère. Toutes nos équipes doivent être prêtes à y rester pendant 19 jours consécutifs. Ils vivent juste au bord du feu. Ils ne rentrent pas le soir. On les envoie là-bas avec leurs tentes et leurs accessoires de cuisine. Les Rangers envoyés sur le terrain mettront 4 jours à éteindre cet incendie et à s'assurer qu'aucun autre feu de foudre ne couve sous la terre. Au Canada, pas moins de 10 000 feux comme celui-ci se déclenchent chaque année, brûlant 2,5 millions d'hectares de forêt, l'équivalent de 3 fois la Corse. La plupart de ces incendies sont dus à la foudre et ce sont les plus imprévisibles et les plus ravageurs. C'est pour cela que le Canada est devenu l'un des pays les mieux préparés au combat contre ces colères du ciel. Incredible and terrible news from Windsor, Colorado. An F3 tornado has just hit more than 100 houses. Damages are spectacular. Nous voici à Windsor, petite ville du Colorado ravagée par une tornade 15 jours plus tôt. Tim veut aller à la rencontre des victimes qui, passé le traumatisme, sont en pleine reconstruction. Pendant ce temps-là, je pars à la rencontre de John Weaver. En compagnie de ce spécialiste des tornades, nous allons survoler la même zone dévastée.
Vous voyez tous ces carrés bleus? Ce sont des bâches qui protègent les maisons, car elles n'ont pas encore de toit. Ah, c'est incroyable. Les maisons, elles sont littéralement décapitées. Quand le vent entre dans la maison, il pousse le toit. Et quand celui-ci est parti, si la tornade est assez puissante, les murs s'écroulent parce qu'ils ne sont plus tenus par le toit. Et tout ça se produit le temps d'un battement de paupières. Et si le vent est encore plus fort comme ici, c'est toute la maison qui s'envole. De l'intérieur, la tornade pousse la maison vers le haut et l'aspire de l'extérieur. Le bâtiment s'envole alors comme un fétu de paille. Tim doit être juste en dessous de nous en fait. Je crois pas que je peux le voir de là, je peux pas le repérer sa voiture rouge. En parcourant la ville de Windsor, Tim repère une maison qui semble bien mal en point, même si ses habitants ont commencé à la reconstruire. Hey, bonjour, je suis Tornado Tim. Bonjour. J'essaye de comprendre comment tous ces dégâts ont été provoqués. Expliquez-moi ce qui est arrivé à votre maison. Bien sûr. Vos dommages sont vraiment incroyables. Vous étiez à l'intérieur quand c'est arrivé? On était dedans avec mon fils. On venait de finir notre soupe quand l'électricité s'est coupée et que la grêle s'est mise à tomber. Et vous aviez entendu l'alerte à la tornade? Non. Vous n'aviez pas entendu la radio? Les photos prises le lendemain du drame sont édifiantes. Le grand arbre qui était dans le jardin a écrasé le 2e étage. Quant au toit, il a été en partie arraché. Nous nous sommes mis à la fenêtre pour regarder. Les grêlons s'écrasaient sur la terrasse. Tout à coup, mes 2 chaises de jardin se sont envolées tout droit. J'ai dit, il faut y aller. J'ai pris mon fils, on s'est précipité en bas des escaliers dans la cave. Puis toutes les vitres ont explosé. Mes chiens nous ont rejoints en courant. Voici à quoi ressemble l'intérieur d'une maison prise dans une tornade. Tout est détruit. Maggie et son fils s'en sont sortis de justesse. Mon fils avait très peur. Il a 6 ans. Il pleurait? Non, il n'arrêtait pas de répéter « J'ai très peur, maman !» Je lui ai dit « Non, t'inquiète pas, nous sommes en sécurité. » Riley, Sissi, venez ici. Je vous présente Tornado Tim. Voici ma fille, Sissi. Sissi, ravi de te rencontrer. Et voici Riley. De quoi tu te rappelles? Maman a vu 2 chaises s'envoler. Ensuite, elle m'a dit « Ok, faut y aller ». Je lui ai répondu « J'ai peur, je veux aller dans ma chambre ». Alors, elle m'a pris et m'a amenée dans la cave. Ensuite, elle a essayé de remonter et je lui ai dit « Non, maman, c'est dangereux ». Il allait monter dans sa chambre quand l'arbre l'a écrasé. Tu voulais vraiment aller dans ta chambre sous le toit? Il faut toujours aller dans la cave quand une tornade attaque. Toujours. Maman, je peux avoir une chambre dans la cave? Ouais, peut-être une autre fois. Malgré l'ampleur de la catastrophe, les parents ne sont pas découragés, comme le confirme le mari de Maggie. Hey, I'm Tornado Tim. Tim Barnhill. Nice to meet you. Et bonjour. Tous les deux, vous semblez très bien réagir. Moi, je serais complètement dépassé. Comment peut-on surmonter ça? C'est trop... Oui, c'est vrai que ça a été très dur. Quand nous sommes revenus le samedi matin pour découvrir tous ces débris, un véritable champ de ruines, c'est sûr que c'était très bouleversant. Mais ce qui est incroyable, c'est que 3 jours après le passage de la tornade, tout avait été ramassé, tous les débris. Il y a eu tant de bénévoles et de personnes du coin qui sont venus nous aider. Ça a été très vite, je ne pouvais pas le croire. Nous avons alors pu commencer les réparations de notre maison et nous aurons bientôt fini. Il y a tant d'amis qui sont venus nous aider. Sans eux, on n'aurait rien pu faire. Mais sans ça, sans toute cette aide, vous avez raison. Nous serions très déprimés. Merci pour ces infos. C'était très sympathique à vous. Avant même l'intervention des pouvoirs publics, tous les habitants de la région sont venus prêter main forte ou ont aidé financièrement les victimes. Une solidarité exemplaire. Hail the size of tennis balls rained down, destroying everything in their path. First estimates put damages at over $200 million for this city, which hasn't been hit in over 50 years. Après la maison de Maggie, Tim se rend dans un gymnase occupé par les spécialistes de la FEMA.
Cet organisme fédéral de gestion de crise a été envoyé par le gouvernement pour venir au secours des victimes. Bonjour, je suis Tornado Team. Bonjour, John Ashton de la FEMA. Ravi de vous rencontrer. Mais pourquoi la FEMA est-elle venue à Windsor? C'est une première. Que faites-vous ici? Eh bien, depuis que le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe naturelle, la FEMA s'est installée ici pour aider les gens financièrement, mais aussi pour reconstruire leurs maisons, trouver des hébergements d'urgence, de la nourriture, des vêtements, aider aux dépenses courantes. Juste pour leur remettre le pied à l'étrier, vous savez, les aider dans la première étape de leur nouvelle vie. Tim et le spécialiste de la FEMA décident de découvrir le lotissement le plus touché pour que Tim puisse mieux mesurer l'étendue des dégâts. De mon côté, je survole toujours la zone avec le spécialiste des tornades. Ah, c'est incroyable. Ah, les hangars, ils sont par terre, tout est par terre. Il y a un peu plus de dégâts ici. Ils sont plus importants. Quand je vois l'état de ces bâtiments, on peut supposer qu'il s'agit d'une tornade de force F3. Une F3, ce sont des différences de pression énormes entre l'intérieur et l'extérieur de la tornade. Comme si on passait de 0 à 2000 mètres d'altitude en une fraction de seconde. Aucun des bâtiments n'y résiste. Ici, c'est l'endroit qui a été le plus touché, d'ici jusqu'au centre-ville. En tout, il y a eu 853 maisons qui ont été endommagées. 78 ont des gros dommages et 30 ont été détruites. Détruites, ça veut dire irréparables. En tant que membre de la FEMA, pensez-vous que ce lotissement va continuer à exister? Ah oui. Personne ne partira. Les liens qui unissent ce quartier sont très solides. C'est beau de voir la vitesse avec laquelle les gens se relèvent et se retrouvent tous ensemble. Ce qui me remplit d'espoir ici à Windsor, c'est cette communauté qui reste soudée plutôt que de disparaître. Cette force qui leur permet de continuer à survivre. Les habitants de Windsor ne baissent pas les bras et restent solidaires. Mais je me demande s'ils trouveront toujours la force de vivre sous la menace des tornades et si l'homme arrivera un jour à s'en prémunir. Y a-t-il de plus en plus de tornades chaque année? Quand on regarde seulement les chiffres, on a l'impression qu'il y a une explosion depuis les années 70. Mais ce n'est pas le cas, je n'y crois pas. Je crois surtout qu'on est plus au courant. Ça s'est encore accru depuis les années 90, car les médias ont commencé à se faire concurrence sur le sujet, en envoyant de plus en plus de caméras et d'hélicos dans la Tornado Alley. Les chasseurs de tornades sont apparus. La chasse à la tornade est devenue une espèce de sport. Pensez-vous qu'un jour on pourra prévoir les tornades? On peut déjà les prévoir, et ce jusqu'à 20 minutes à l'avance. Le problème, c'est que la plupart des gens ne réagissent pas aux alertes. C'est purement psychologique. Aux États-Unis, il y a tellement de gros orages, au printemps et en été, que les alertes sont très courantes à la télévision. Les gens ont tout simplement tendance à ne plus y croire. Pour résoudre le problème, il faut trouver le moyen de convaincre les prévisionnistes de la météo de changer de comportement. Ils ont tendance à déclencher l'alerte au moindre risque. À force de crier au loup, les gens finissent par ne plus les croire du tout. Grâce à cette longue traque et aux rencontres que j'ai pu faire, je sais maintenant qu'il faut réagir à la moindre alerte. Les tornades sont de vraies tueuses. De mon côté, il me reste à percer les mystères de l'autre phénomène dû aux orages, les éclairs. C'est pour cette raison que je me rends dans un laboratoire très spécial. Me voici dans le laboratoire de haute tension de la Faculté Polytechnique de Mons, en Belgique. Et je retrouve dans cette voiture le directeur, Christian Boucogno, bonjour. Bonjour Vincent. Merci de nous accueillir dans votre laboratoire. Avec plaisir. Vous êtes un spécialiste de la foudre, ça fait une trentaine d'années que vous l'étudiez, vous faites des conférences partout dans le monde. Cette voiture qui trône au milieu, à quoi elle va servir? Elle va nous permettre de vérifier qu'une décharge de foudre sur une voiture, vous venez d'entendre,
Nous sommes tout à fait à l'abri, nous ne ressentons rien. On vient de se prendre une décharge là de combien? 1 million de volts. 1 million de volts? Et on n'a rien senti dans la voiture? Absolument. Parce que nous avons une carcasse métallique et les 10 cm de pneus ne font rien comme isolation pour des décharges d'1 million de volts. Donc on est bien protégé. Mais quand on est sous l'orage dans sa voiture et qu'on risque d'être foudroyé, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Est-ce que j'ai le droit par exemple d'écouter la radio? Certainement à condition de rentrer l'antenne extérieure. Sinon elle va attirer l'éclair? Aussi, fermer soigneusement les fenêtres parce que les courants d'air véhiculent les décharges de foudre. D'accord. Est-ce qu'on est protégé dans n'importe quelle voiture? Non, pas celle en matériaux composites. Type carbone? Exactement. Ou dans une décapotable, évidemment. Pour comprendre pourquoi la foudre ne présente aucun danger lorsque nous sommes à l'intérieur de cette voiture, notre équipe a installé une caméra scientifique ultra rapide qui permet de filmer jusqu'à 100 000 images par seconde. Une caméra si rapide que nous paraissons totalement immobiles dans la voiture. Et voici le parcours de l'éclair. Il frappe la voiture, circule le long de la carrosserie et s'échappe par un pneu pour s'évacuer dans le sol. L'œil humain n'a pas le temps de capter ce parcours car l'éclair frappe en moins d'un 10 millième de seconde. Là, on peut découvrir enfin ce laboratoire, une vue d'ensemble, qui est d'ailleurs un laboratoire unique en Europe, je crois. C'est un des plus grands d'Europe, oui. Qu'est-ce qu'on peut y reproduire ici, concrètement? Des décharges de foudre grâce à un générateur qui nous permet d'atteindre 2 400 000 volts. Et nous pouvons donc tester beaucoup de matériel électrique. Nous pouvons également faire des recherches dans le domaine des décharges électriques dans les gaz. Puisque la température de la planète augmente année après année, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de foudre? C'est lié? Nos premières observations prouvent qu'un degré de température supplémentaire nous donne 10% de coups de foudre en plus. 10%, donc il devrait y en avoir beaucoup plus dans les années à venir. Certainement. Et au fait, Christian, l'idée, enfin le rêve de pouvoir récupérer l'énergie des éclairs, où est-ce qu'on en est? Eh bien, malgré les 100 coups de foudre qu'il y a en permanence sur la planète, avec une grande puissance, cela contribue très peu à l'énergie. Ainsi, pour un pays comme la France, si on récupérait toute l'énergie de la foudre, on ne subviendrait qu'à un 10 millième de nos besoins en énergie électrique. Ah oui, donc du coup, cette énergie, elle reste dans la nature, on ne peut pas la récupérer. Bon, vu qu'ici, on est protégé dans la voiture, on va se faire un petit coup de foudre? Pourquoi pas? Allez, je suis. Moi, je commence à y prendre goût, hein. Je sais pas vous, mais... Allez, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, pour terminer cette émission, je voulais vous montrer ce ciel très impressionnant, bien noir, annonciateur d'un bel orage qui ne devrait pas tarder, puisque vous voyez quand même, le vent s'est pas mal levé, la pluie l'accompagne. Et on comprend donc que la France n'est pas à l'abri de ces sautes d'humeur venues du ciel, et que ce soit la foudre ou la grêle, les conséquences peuvent être dramatiques pour les hommes comme pour la nature. Du coup, les Gaulois avaient vraiment raison de craindre qu'un jour le ciel ne leur tombe sur la tête, et c'est vrai partout sur notre planète. Quand on voit des maisons comme celle-ci, littéralement balayées comme un vulgaire château de cartes, on comprend bien que face aux tornades, de toute façon, on est impuissant. Cela dit, vous l'avez vu ce soir, l'homme réagit, il reconstruit, il est positif, il se relève. Et malgré tout, j'ai envie de conclure de la sorte, face aux colères du ciel, il faut rester humble. Bonsoir.